Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle boîte à malice. Au programme aujourd'hui, de la littérature avec l'écrivain Paul Couturiot de retour avec Les Disparus de la Cour d'Or, un roman passionnant teinté d'histoire et de romance. Le musée de la Cour d'Or qui d'ailleurs a fait l'objet d'un legs exceptionnel de la part du peintre mosellan François Lauterbach. Philippe Brunella reviendra sur cette histoire extraordinaire. Au programme également, un gros plan sur la petite chapelle Saint-Roch d'Illange qui accueille en ce moment les photographies de Jean-Marc Romer. Et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, je vous propose de vous payer une bonne tranche de rire. Et pour cause, le Caméo Comedy Club ouvre ses portes à Metz. Stand-up, théâtre, scène ouverte, vous allez pouvoir vous marrer tous les week-ends. Retrouvons le directeur des lieux, Samuel Erkan Tepeli. Pour en savoir plus, bienvenue. What is bus? What is a watermalis? What is bus? What is a watermalis? Samuel Erkan Tepeli, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Merci à vous. On se trouve 24 rue du Palais. C'est une adresse mythique pour tous les Messins, puisque c'est ici que se trouvait l'ancien Caméo, le cinéma Le Caméo, aujourd'hui transformé en Caméo Comedy Club. C'est quelque chose dont tu rêvais? Tout à fait, c'est quelque chose que je rêvais étant jeune. Ouais. C'est la première salle, j'avais 9 ans quand j'ai mis les pieds dans cette salle. Ouais. C'est ce qui m'a fait découvrir la culture. J'ai été aspiré, je suis rentré dedans. J'ai vu un film, ça s'appelait L'Exorciste. Ah oui. Et j'ai été quand même traumatisé. Ah oui, exactement. Je suis ressorti, j'ai été traumatisé. Et 40 ans après, je suis là, à la direction, mais en Comedy Club. C'est voilà. Ça. Donc là, pas question d'avoir peur ici. Ici, on est là pour se marrer. Tout à fait, pour rire. Pourquoi tu avais envie de nous faire rire? Tu avais envie de faire peut-être de ce lieu, je sais pas, la deuxième capitale du rire, après Paris et le Jamel Comedy Club? Tout à fait. Quand on dit capitale, je n'ai pas la prétention de dire en national. Je dis du Grand Est au moins, à ce niveau-là. Parce que les Messins ont besoin de ça, on a besoin de ça. Ouais. Un lieu culturel, le stand-up, c'est généralisé en France. Ça s'est démocratisé, il y a plein de choses qui arrivent, il y a beaucoup de jeunes qui émergent. Avant c'était football, c'était le rap, aujourd'hui c'est le stand-up. Il y a tellement de choses, le rire apporte des bienfaits, apporte beaucoup de choses. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis ça manquait peut-être cruellement ici dans le Grand Est comme tu le signifies. On est intermédiaire entre l'Arsenal, le Galaxy d'Amnéville, il faut vraiment que ce soit proche. Et que les grands artistes, il y a des grands noms qui vont passer par là. C'est une salle intermédiaire entre les deux et ils arrivent sur du rodage. C'est beaucoup en demande cette salle-là. Oui. C'est plus qu'une salle, parce que là on est dans la salle, alors c'est laquelle? C'est la salle 1, non ça c'est la 208, jauge 208, c'est la C208. Il y a la C242, quand je dis 242 c'est place. Oui. Il y a la C70 et la C4, quand j'appelle ça la C4, c'est un comedy club, c'est le Caméo Comedy Club, c'est vraiment l'ADN du stand-up, où il y a un bar, où il y aura des jeunes qui vont émerger, des scènes libres. Ça sera 4 salles donc au final. Tout à fait. Il y a de quoi se réjouir, ça veut dire une programmation hyper riche, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Et d'ores et déjà, il y a plus d'une quarantaine de spectacles qui sont programmés. Exactement. D'entrée. C'est quoi la ligne éditoriale du Caméo Comedy Club? Notre ADN, c'est quand même le stand-up, mais on a beaucoup de pièces de théâtre. D'accord. On a de la magie, on a de l'hypnose. Voilà, tant d'autres, et puis on est ouvert voilà, à d'autres scènes, mais pour l'instant, voilà, le noyau, c'est ça. Oui. Avec quelques grands noms, on va pouvoir voir apprécier Smaïn. Qui Smaïn, de retour. Smaïn, ouverture du bal, voilà, c'est Smaïn qui ouvre. Redouane Arjan, on ne le présente plus, ni Smaïn non plus. Et qui est messin, je crois. Qui est messin, exactement, qui est messin, qui est dans la troupe du Jamel, qui a fait le Marrakech du Rire. Smaïn, on ne le présente plus non plus. D'où je viens? La question. D'où je viens? C'est vrai, avec des cheveux aussi frisés. Il y a 2 hypothèses. Ou ma mère venait d'Afrique du Nord et c'est héréditaire, ou alors elle était coiffeuse et elle m'a mis des bigoudis. D'où me vient cette épiderme à la vue? Bon, tant pis. D'où me vient ce sexe? Bon, tant mieux. Mec, vous vous souvenez comment on était devenus cons pendant le confinement? Comment on avait régressé intellectuellement?
On se signait des autorisations de sortie de nous-mêmes pour nous-mêmes. À nous-mêmes, je sous-signais, c'est bien moi. C'était à la main en plus. Je sous-signais, c'est bien moi qui suis moi-même d'être. Je suis moi, c'est moi. Et quand il y avait un contrôle de police, le flic il vérifiait ton écriture. Genre, il connaît comment t'écris, le gars. C'est bien vous qui écrivez, êtes-vous? C'est moi qui suis. Moi, meurs! Meurs! Il y a Ado Pharaon sur TikTok, 200 millions de vues. C'est un hypnotiseur, c'est un des plus grands hypnotiseurs de France, équivalent à Mesmer. Hein. Vous verrez complètement le public nu. 3, 2, 1, vous ouvrez les yeux maintenant. Il y a Titov qui va venir, il y a Az de chez Les Grosses Têtes d'RTL. Il y en a tant d'autres, il y a Eclipse, il y a Jérémy Nadeau, il y a Bambi, et voilà, sur le site. C'est toi qui vas les chercher, tous ces artistes? C'est toi qui fais tes petites courses? Ben, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans ce milieu-là, je les connais pratiquement tous. On essaie d'avancer dans le sens-là, et puis ils font appel à une scène mythique comme ça. C'est dire, voilà, je ne dis pas qu'on en fait l'Olympia, mais voilà, on veut que ça soit vraiment une scène mythique, et puis c'est un endroit, et puis les médecins tiennent à cet endroit-là. Oui. On l'a gardé culturellement pour ne pas en faire autre chose. Je pense qu'on n'a pas dénaturé l'endroit. C'était un cinéma d'art et essai, ça sera un cinéma d'art mais vivant. Oui. Voilà. Moi, j'avoue, j'ai eu une certaine émotion à en pousser les portes. Tu parlais de ces grands noms, du stand-up, de l'humour, et puis la volonté aussi du Caméo Comedy Club, eh bien, c'est de faire émerger des talents. Hein. C'est ça aussi ce que tu disais, l'ADN. Comment ça va se passer? Si moi, j'écris des textes, je suis humoriste, je peux venir me produire ici? Bien sûr, il y aura des sessions. Il y aura des sessions en candidat libre, il faudra s'inscrire. On va annoncer ça sur les réseaux, sur notre site. Et à ce moment-là, il y aura des inscriptions. Puis on va le faire émerger. Pour l'instant, on va démarrer déjà avec les 2 grandes salles, avec tous les noms qu'il y a déjà. Et tout doucement, on va le développer avec la 70 places et puis le Caméo Comedy Club. Et il y en aura pour tout le monde. Voilà. Si je te demande d'extraire 1 ou 2 coups de cœur de la programmation, quel serait-il? Kader Bueno, ouais. Qui a joué dans Secpa, qui ont fait 2 millions d'entrées il n'y a pas longtemps. C'est de la magie, il te raconte une histoire, c'est émouvant. Après, il y a une pièce de théâtre qui me tient à cœur, c'est Je t'aime à l'italienne, barré à l'algérienne, qui a déjà fait 500 000 entrées, plus de 1000 représentations. D'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas si les infos sont justes, mais je pense que c'est juste. Ils sont nominés au Molière. Au Molière, exactement. Ouais. Ils sont nominés au Molière, et puis on a réussi à les signer pour plusieurs dates. Farid, voilà, je sors avec ta soeur depuis 2 ans, je l'aime, elle m'aime, et on va se marier. Ah, moi je vais t'aider, je suis ton pote. Mais pour convaincre mes parents, ça va être compliqué. Va falloir te convertir. Tu m'as pris pour un clic-clac. Et voilà le prince Abdelkrim! Foutez-vous de ma gueule. Au niveau des tarifs, etc., et puis peut-être du public que tu cibles, c'est très grand public en fait, ça s'adresse à tous, et puis les petits aussi d'ailleurs. Exactement, de 7 à 77 ans. Ouais. Les tarifs, ça démarre à 15-16 €. On essaye de rester sur 29 €, 30 €. Pour que ça reste encore une fois tout à fait, il faut que ça reste abordable. Accessible. Si je te demande maintenant de convaincre tous les téléspectateurs, mais je suis sûre que c'est déjà fait, de venir ici au Caméo Comedy Club, tu leur dis quoi? Je leur dis venez, passez un bon moment, vous allez décompresser, c'est un échappatoire. Oui. Ce qui fait qu'il va y avoir des spectacles quasiment toutes les semaines. Hein. Toutes les week-ends. Tous les week-ends, ça sera là. On va se donner rendez-vous au Caméo Comedy Club. Ça se trouve donc 24 rue du Palais. Et puis, on souhaite un bon lancement, une belle aventure. Et puis, on sera là. Merci beaucoup. Alicia. Merci. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à vous rendre au Festival international du film d'animation de Metz. Pour cette 4e édition, c'est une belle rétrospective du grand Hayao Miyazaki qui vous attend avec 5 de ses films, dont Le Château de Cagliostro, dont la projection sera suivie d'une conférence avec Ilan Nguyen, enseignant en France et au Japon et spécialiste de l'animation. Outre cette belle rétrospective, ce sont plus d'une vingtaine de films qui seront diffusés. Au programme également des ateliers, une table ronde avec notamment Benjamin Patino et Kathleen Brun, créateurs de la chaîne YouTube Bolche Geek, une masterclass avec Niels Robin, chef opérateur du très beau Mars Express, que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir pour l'occasion. Rendez-vous au Festival international du film d'animation de Metz, au Club, du 23 au 26 février. Et je vous propose maintenant de prendre la direction d'Illange pour y pousser les portes de la chapelle Saint-Roch, une petite chapelle, pas comme les autres, puisqu'elle accueille des expositions depuis 15 ans. En ce moment, ce sont les photographies de Jean-Marc Romer qui se dévoilent. Regardez.
Si elle faisait en son temps office de pèlerinage avant d'être transformée en dépositoire funéraire, la petite chapelle d'Illange est désormais un lieu vivement convoité par les artistes. Et pour cause, elle accueille, depuis 15 ans maintenant, des expositions. Peintures, sculptures ou encore photographies, comme ici avec le thionvillois Jean-Marc Romer, un homme qui se plaît à dire qu'il est né 2 fois, en 1953, puis en 1977, lorsqu'il découvre le photoclub d'Hayange, dont il est aujourd'hui le plus ancien adhérent. Embrassant une carrière de photographe industriel et publicitaire une dizaine d'années plus tard, il cultive en parallèle un amour pour les voyages photographiques, comme en témoignent ici ces gueules d'Asie. Les toutes premières photos datent des années 90, quand je suis parti pour la première fois en Chine. Et moi, c'est le reportage qui m'intéressait à ce moment-là. À ce moment-là, on était dans l'argentique, le numérique, on n'en parlait pas, bien entendu. Donc je partais avec une quarantaine de films qu'il fallait gérer au fur et à mesure des jours qui passaient, et puis des tentations. Est-ce qu'il fallait déclencher 50 000 fois? Est-ce qu'il fallait déclencher que quelques fois pour un sujet? Le retour en France, passionnant pour le développement, le tirage. Et de ses voyages au Népal, en Chine, au Vietnam ou en Mongolie, Jean-Marc Romer garde avant tout les regards de celles et ceux rencontrés, des regards emplis de vérité. Sur chaque photo, il y a une citation que j'étais chercher un peu à droite à gauche sur Internet, bien entendu, et que j'ai imprimée sur le regard, sur la façon dont on pouvait interpréter le regard souriant, le regard interrogateur, curieux, malicieux. Et puis cette photo-là, naturellement, faite sur la place Tiananmen, où il y avait énormément de monde, et j'ai isolé ce personnage-là qui se demandait pourquoi je le photographiais. Il y a une certaine sérénité dans le regard, c'est une autre façon de vivre, et c'est un peu le message que j'essaie de transmettre au travers du regard, justement, et de ces gueules particulières, de ces bonnes gueules qui sont un peu rudes, mais ô combien sympathiques, quoi. Et qu'elles soient volées ou posées, les gueules d'Asie de Jean-Marc Romer le sont toujours en noir et blanc, des clichés qui ouvrent la saison 2024 d'une chapelle qui ne désemplit pas, tant du côté des artistes que des visiteurs. Cette première expo, c'est la 230e expo qui a lieu à la chapelle. Cette année, on aura 16 expositions, on a des photographes, des peintres, on a des créations, on a un petit peu de tous les genres. On a quelquefois des expos un petit peu spéciales avec des animations, comme tous les ans à l'époque de la fête de la musique. On a une expo qui concerne la musique, et on a ici à l'extérieur des camarades qui viennent bénévolement jouer pour animer le moment. Mais pour l'heure, c'est un rendez-vous les yeux dans les yeux qui vous attend pour voyager sur un autre continent. L'exposition Gueules d'Asie est à découvrir jusqu'au 25 février à la chapelle Saint-Roch d'Illange. Et si vous souhaitez connaître le nom des prochains exposants, eh bien rendez-vous sur le site de la chapelle. Revenons à Metz à présent pour nous intéresser au musée de la Cour d'Or qui a fait l'objet d'un legs absolument exceptionnel. Ce n'était pas arrivé depuis près de 200 ans. L'artisan peintre des Tanges-Grandes, François Lauterbach, décédé en 2021, a fait du musée son légataire universel, un patrimoine financier et en œuvre d'art d'une valeur de 700 000 €. De quoi réjouir son directeur, Philippe Brunella. Ce sont plus de 80 toiles datant du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle que François Lauterbach aura réunies au fil de sa vie. Car si cet artisan peintre, comme il aimait se qualifier, se jouait des pinceaux avec talent, il aura lui-même écoulé quelques dizaines de milliers de toiles lui permettant de vivre de son art, il était aussi un grand collectionneur. C'est ainsi que portraits de femmes, d'hommes, scènes de genre venaient embellir sa maison à Étanges-Grandes, maison riche de toiles mais aussi de mobilier, objets anciens, chinés entre autres dans les salles de vente. Son intérieur était empli de ses œuvres, du sol au plafond, et même dans certaines pièces, lorsque le plafond est légèrement incliné, sur le plafond lui-même, des œuvres étaient là, dans sa salle de bain, partout. François Lauterbach est un homme qui aimait vivre, me semble-t-il, au milieu du beau, dans un environnement qui est beau, avec sa propre conception du beau, qui est de s'entourer de grands artistes.
Un homme excentrique, passionné par l'art, mais aussi un homme faisant montre d'une incroyable générosité, n'hésitant pas chaque année à offrir une de ses toiles à Noël de joie ou à faire un don à la SPA. Et dès les années 90, c'est au musée de la Cour d'Or, dont il pousse fréquemment les portes, qu'il envisage un legs de quelques toiles. Il échange alors avec Monique Sary, directrice de l'époque, puis régulièrement avec Philippe Brunella, avant que ce dernier ne découvre son décès d'une manière pour le moins extravagante. J'apprends par un notaire que son testament, rédigé, le dernier testament qu'il ait rédigé, 3 jours avant son malheureux décès, faisait du musée de la Cour d'Or et donc de la métropole son légataire universel, excepté une somme pour 2 amis très proches. Alors là, je tombe de ma chaise. Et pour cause, ce sont la maison, les comptes, l'assurance-vie de François Lauterbach qui reviennent au musée, un patrimoine financier et un patrimoine en œuvres d'art d'une valeur totale de 700 000 €. Nous examinons une à une ces 80 toiles pour estimer si elles doivent rentrer dans le patrimoine du musée au sens de la loi musée de janvier 2002 et avec un numéro d'inventaire qui rendra ces œuvres inaliénables et imprescriptibles. Pour les autres œuvres, nous verrons pour pouvoir les vendre et l'argent récolté de cette vente, comme l'argent récolté de la vente de la maison, comme l'argent qui était sur le compte, notamment épargne assurance vie, sont placés sur une ligne budgétaire de l'Eurométropole de Metz à la demande du président François Grosdidier pour que cet argent soit destiné à l'achat d'œuvres d'art, ce qui était la volonté du défunt de M. François Lauterbach, l'acquisition d'œuvres d'art pour enrichir les collections du musée. On a déjà identifié quelques tableaux comme étant des copies ou des reproductions d'assez bonne qualité de tableaux connus par ailleurs. Donc il y a un énorme travail de rapprochement de ces tableaux par rapport aux bases de données qui existent, par rapport à ce qui se trouve dans d'autres musées. Et il y a le regard exercé de collègues habitués et qui ont beaucoup de tableaux d'un seul et même artiste pour nous aider à comprendre, à savoir si l'attribution est la bonne. On ne s'attend pas nécessairement à trouver un chef-d'œuvre absolu de l'histoire de l'art. On s'attend à trouver des œuvres qui pourraient compléter avec beaucoup de bonheur la présentation actuelle des œuvres du musée ou permettre de réenvisager la salle 18e, voire 17e siècle, en ajoutant des œuvres de la collection de François Lauterbach, peut-être en les croisant avec des œuvres qui sont encore en réserve. Une exposition qui dévoilerait une grande partie des œuvres de François Lauterbach pourrait même avoir lieu d'ici 2 ans. François Lauterbach, qui avec ce legs exceptionnel, entre dans l'histoire du musée de la Cour d'Or et rejoint un grand maître de l'école de Metz, Auguste Migette, qui lui aussi avait légué sa maison et sa collection personnelle au musée au XIXe siècle. Une histoire vraiment extraordinaire qui pourrait bien inspirer les cinéastes ou les romanciers, comme Paul Couturiot, tiens, car le plus messin des Belges passe beaucoup de temps au musée de la Cour d'Or. Il publie d'ailleurs Les disparus de la Cour d'Or aux éditions Terre de France, un livre passionnant qui va vous faire aimer Metz, l'histoire et l'amour. Retrouvons-le afin d'en savoir plus. Paul Couturiot, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, c'est vraiment toujours un plaisir de te retrouver. Les téléspectateurs de Moselle TV te connaissent bien, puisque tu es écrivain, scénariste. On se rappelle des documentaires, par exemple, comme Jean-Marie Pelt, Le jardinier du bon Dieu, Robert Schumann, L'Europe en héritage. On se rappelle de ton roman Ce feu qui me dévore, ou encore Circus dernièrement. Et puis aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour parler du livre Les disparus de la Cour d'Or. Il est paru aux éditions Terre de France, un polar absolument passionnant. Et alors tout de suite, j'ai envie de te parler de ces disparus. Quand on lit le titre, on se dit tiens, est-ce que ça sera un homme, est-ce que ça sera une femme? Mais pas du tout. Ici, il est question d'ouvrages disparus au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et ça renvoie d'ores et déjà au film qui avait été tourné par Patrick Bassot, Le mort de la Cour d'Or, dont tu avais signé le scénario. Alors j'ai envie de te demander, comme le conservateur du musée de la Cour d'Or dans ton livre, tu es obsédé par ces documents qui auraient disparu, c'est réel? C'est réel, c'est tout à fait réel. Là, quand on est parti sur l'idée de faire un film, oui, j'avais rencontré Philippe, et la première anecdote qu'il m'a racontée, c'est ça. Donc Philippe Brunella, le conservateur du musée de la Cour d'Or. Tout à fait. Et c'était cette anecdote-là, à savoir que dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1944,
le Gauleiter Bürkel avait donné ordre de détruire toutes les archives allemandes. Mais en plus, il a demandé qu'on détruise des caisses qui étaient stockées et dans lesquelles on avait tous les incunables, des ouvrages vraiment rares, des parchemins, etc., qui avaient été, au début de la guerre, sauvés par les Français, que les Allemands avaient fait rapatrier. Et là, pourquoi? Sans doute par vengeance, il a décidé de détruire tout ça. Ces ouvrages ont disparu, et puis il y a des histoires qui se racontent, mais ça n'a jamais été retrouvé. Et à l'époque où on a commencé à tourner le film avec Patrick, le musée était en chantier encore, parce qu'on refaisait l'entrée. Et un jour, Philippe Brunella était en réunion au Conseil général, on lui téléphone en disant « on a découvert une pièce ». Il dit « bougez pas, j'arrive », il voulait être présent. Donc il y a toujours ce mystère, est-ce que ces documents réapparaîtront un jour ou pas? Et c'est vrai que ça me fascine, c'est un petit peu mon côté Indiana Jones. C'est ça, exactement. Ce qui fait que dans ce roman, tu nous balades, tu nous fais voyager entre 2018, où on va retrouver Michel, conservateur au musée de la Cour d'Or, obsédé par la recherche de ces fameux documents disparus, et puis on va partir en 1944, l'année où les documents ont disparu. Donc ça nous permet aussi, et ça te permet de nous reparler aussi de ce Metz annexé. Ça te permet de parler de résistance, ça te permet de parler d'amour. Tu nous embarques comme ça dans un grand voyage à la fois historique et, comment dire, romantique aussi. Tout à fait. Je vais te corriger. On ne parle pas de résistance. La Moselle était annexée, donc ceux qui faisaient de la résistance ici étaient des traîtres, puisqu'ils avaient la nationalité allemande. Tout à fait. Willy-nilly, hein, la plupart ne le souhaitaient pas. Mais voilà, donc c'était pire d'une certaine manière que dans la France libre où les résistants étaient des résistants, des opposants à un régime ennemi. Ici, c'était vraiment considéré comme une trahison. Et donc avec des dangers beaucoup plus importants. Et je me suis amusé, pour cette partie de la guerre, à reprendre deux personnages, un couple, qui étaient déjà présents En passant par la Lorraine. Comme je revenais dans cette période-là, je me suis dit, tiens, je ne vais pas réinventer encore un groupe de passeurs, je vais reprendre les mêmes personnages. Donc il y a un petit clin d'œil, mais les deux se lisent totalement indépendamment l'un de l'autre. La vue des troupes d'occupation sur la place d'Armes m'avait réveillé des peurs viscérales et m'avait remis en tête les propos de mon père. Les Parisiens n'ont jamais rien compris à notre situation. L'Alsace et la Moselle n'ont pas été occupées en 1871. Elles ont été rattachées à l'Empire allemand. Je ne crois pas que nous serons défendus avec plus d'acharnement aujourd'hui qu'à l'époque. Nous deviendrons partie intégrante du Reich. Ce qui veut dire qu'un jour nos enfants seront contraints de rejoindre les jeunesses hitlériennes et que nos fils seront incorporés dans la Wehrmacht. Ceux qui refuseront connaîtront le sort réservé aux déserteurs. Et quand l'Allemagne nazie aura perdu cette guerre, car elle la perdra, ils seront condamnés par les Français qui verront en eux des traîtres. Non, les Français ne comprendront jamais notre situation. En revanche, ils seront prompts à nous juger. Mon grand plaisir, c'est de faire des recherches, de découvrir et d'emmener le lecteur dans le passé, mais un passé crédible, un passé qui n'est pas fantasmé, avec beaucoup de documentation, effectivement. Pour que ça fonctionne aussi, il faut des personnages forts. C'est vrai que pour moi, les personnages ne sont pas juste des pions qu'on déplace sur un échiquier. Et voilà. Ce qui est important, c'est de les faire vivre au-delà de l'histoire. Michel, par exemple, on le voit dans son rapport à son épouse décédée, à travers ses yeux. Au début, on voit une belle histoire d'amour. Et puis après, on va découvrir une autre version de l'histoire à travers le regard de sa fille. Et l'évolution aussi des personnages, pour moi, est importante. J'aime pas quand ils sont tout blancs, tout noirs. Et c'est comme ça que son assistante, Gabriella, est d'abord une arriviste. Et puis, petit à petit, à travers sa relation à cet homme,
à la ville aussi, où elle pensait, comme elle vient de Corse, aller s'enterrer dans une ville grise, elle se rend compte que y a des richesses à Metz. Donc c'est pas un personnage monolithique. Et cette femme extraordinaire, Odile, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors Odile est une jeune femme qui n'a rien d'extraordinaire, justement, au départ. C'est une passionnée de son métier. Elle est bibliothécaire. Et quand François Escher vient lui demander de travailler avec lui dans l'ombre pour les protéger, garder un œil dessus, et tout de suite, elle accepte parce que c'est la passion. Et puis, elle va se retrouver dans la réalité avec la place d'Armes qui est envahie par les Allemands, les chars. Et là, elle va se dire, bon, c'est une mission pour moi, mais est-ce que moi, je suis à la taille de cette mission? Et en définitive, c'est la passion pour l'histoire qui va l'emporter, au-delà de tous les dangers qu'elle va courir. C'est ce que tu aimes, mélanger grande histoire et petite histoire, et puis aussi fiction et réalité? Oui, ça c'est vraiment un de mes grands plaisirs, de faire passer des personnages qui ont réellement existé. Bon, comme le directeur du musée de la Cour d'Or, je ne donne jamais son nom, mais bon, il s'appelle Philippe, quoi. Voilà. Ça, c'était un petit clin d'œil, avec son accord. J'ai d'abord demandé s'il y voyait un inconvénient. Il m'a dit non. Et voilà, oui, j'aime bien mélanger comme ça la fiction et la réalité. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux téléspectateurs pour les convaincre de le lire, ce livre, Les disparus de la Cour d'Or? Que s'ils ne connaissent pas Metz, déjà, que s'ils aiment la culture, que si pour eux cette part est un élément essentiel d'un patrimoine, qu'ils lisent le roman. Et puis peut-être qu'ils vont découvrir que malgré nous, ces gens mosellan qui ont porté l'uniforme de la Wehrmacht étaient des victimes et pas des salauds qui ont trahi. Et toute cette partie de l'histoire de la Moselle me tient beaucoup à cœur parce que on a souvent une idée fausse, une méconnaissance, et voilà. J'aimerais la Moselle après avoir lu ce livre et surtout Metz. N'hésitez pas à lire ce très très beau livre, à la fois un livre d'histoire, polar, histoire d'amour, tout y est. Vraiment passer un excellent moment en le découvrant. Donc Les disparus de la Cour d'Or, c'est aux éditions Terre de France et c'est signé Paul Couturiot. Merci beaucoup Paul. Merci Alicia. Paul Couturiot qui pourra vous dédicacer son livre samedi 16 mars à 14h à la librairie Isler à Metz. Dédicace qui sera suivie d'une rencontre à 16h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Plein de Culture et sur les réseaux pour rester en contact. Les bye bye. What is buzz? What is a guatamales? What is buzz? What is a guatamales? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.